Mu par un complexe d'infériorité, le personnage de Kiss Sadis est le point d'orgue de l'auteur concernant le comportement humain et son questionnement de l'existence même. Un mangaka qui, maîtrisant le fond comme la forme, portera un magnifique et très émouvant hommage à celui qui, devant cette fenêtre, comme durant toute sa vie, n'était qu'un simple spectateur, le nul, le raté, dans l'ombre d'Erwin Smith ou de Grisha Yeager, sans cesse rabaissé par la vie, jusqu'à agir pour entrer à son tour sur scène, mais avec les lumières éteintes, restant une figure de l'ombre, car le plus pathétique est que la mort de Kiss Sadis ne sera retenue par personne. Représentant le commencement de cette histoire et les jours innocents des personnages, son départ est alors encore plus symbolique tant il nous rappelle que le dénouement de l'œuvre est décidément très proche. Car si avec Kiss Sadis s'en va le début, alors il ne peut rester que la fin. Nous avons droit à un chapitre entier d'action, avec comme à son habitude des plans très cinématographiques. C'est spectaculaire, c'est même très occidental, que ce soit l'ouverture ou l'entièreté du combat. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est de le découvrir en animé tellement ici le rythme est bon. Tout s'enchaîne parfaitement et les 45 pages se lisent alors très vite. C'est violent, gore, l'homme affronte l'homme, chaque coup de fusil ou de lame fait mal et Hajime Isayama va alors en profiter pour glisser dans cette action des détails sur chacun de ces personnages qui, si ce n'est Annie ou Reiner, n'auront jamais fait autant de victimes humaines. Premièrement, Reiner, bouclier humain, reprend parfaitement son rôle en sauvant Annie. Il est alors magnifique de constater que depuis le début de l'œuvre, il est bien celui qui protège. Comme disait Eren, il est le grand frère sur qui on peut compter. Que ce soit Gabi, Falco, Annie, Sig et même Connie dans la tour d'Utgard. Dette que ici va payer Springer, qui après avoir tenté de tuer Falco, puis le meurtre de Samuel et de Daz, aura subi une véritable métamorphose. Connie n'est plus le même, il n'a plus peur et est celui qui aujourd'hui protège Reiner, celui qui prend le rôle de grand frère. Incroyable évolution du soldat, l'innocence n'est plus, mais la force y est. Alors que Jean prouvera lui son talent au fusil, chez Angie ce sera sa manœuvre tridimensionnelle, tellement fluide qu'on aurait pu la confondre avec un Levi. Mikasa, quant à elle, s'efforcera de ne tuer personne, usant de ses pieds ou genoux sans hésiter pour ne faire aucune victime parmi ses anciens camarades, sauf à la toute fin car véritablement obligée. Alors qu'elle était la rivale d'Annie, s'affrontant au combat puis tentant de s'entretuer, aujourd'hui elle est celle qui l'aide à affronter les lances foudroyantes que la guerrière ne connaît pas, et l'aide même à marcher à la fin du chapitre, l'auteur opérant des inversions constantes en faisant table rase du passé, comme avec Jean portant Reiner alors qu'il est celui qui a tué Marco. Parce que tout le monde est prêt à offrir sa vie pour sauver le monde, les enfants aussi. Alors Falco, après avoir dévoré Porco Galliard, nous dévoile le nouveau Mâchoire, qui n'est autre qu'un hybride à plumes et à griffes. Autrement dit, un rapace, faisant écho à sa toute première introduction du manga au chapitre 91, dans le No Man's Land de Slava, ouvrant les yeux sur un aigle et rêvant d'être un jour comme lui pour s'envoler et être libre. Faisant de plus écho aux paroles du maréchal au chapitre 93, se demandant s'il n'existait pas un titan capable de voler. Comme le bestial pour Sig qui aurait pu devenir singe car proche de son jouet étant petit, ou encore comme le titan de Dina Fritz cherchant par amour à retrouver son mari, le mâchoire de Falco aurait alors pu très bien être modelé de façon à ce qu'il réalise son souhait, qui est de devenir un oiseau pour s'envoler. Et comme il s'agit ici d'une première transformation, cela voudrait peut-être dire qu'avec plus d'expérience et de maîtrise, nous aurions droit à un titan capable de voler pour atteindre Eren. Seulement, Falco, qui se transforme ici pour la première fois, n'est pas maître de son titan, et comme Eren avec Mikasa au chapitre 12, s'attaque à ses alliés. Je ne sais pas vous, mais j'ai eu alors très peur, en voyant la grande sœur des guerriers se faire mordre. Décidément, que ce soit Falco ou Pique ou même tous les personnages de cette foutue histoire, il n'y en a pas un plus attachant que l'autre.
Sauf pour un faux croire. En effet, les plans et la folie de Flock Forster tombent à l'eau, et Gabi, décidément sniper d'élite, est celle qui, comme au chapitre 119 contre Eren, tire le coup de feu inespéré. Seulement, comme Eren Yeager, il est fort possible que Flock Forster ne soit pas encore mort car tombant dans l'eau. Il ne serait donc pas étonnant de le voir, à l'instar de Gabi avec le dirigeable au chapitre 105, s'infiltrer dans le navire pour tuer quelqu'un. Ainsi, l'attaque des titans arrive sur sa fin, l'ancien monde et ses acteurs disparaissent petit à petit et Hajime Isayama se dévoile à travers le personnage de Sadis, exprimant sa nostalgie et les souvenirs du début alors que la fin approche. Comme nous lecteurs, nous souvenons de ce qu'il s'est passé et comment cette histoire nous aura marqué tant elle a évolué. Il ne reste alors plus qu'à nous rendre dans la ville d'Odiha pour faire démarrer l'avion et partir à la rencontre d'Eren qui normalement aura déjà ravagé la moitié du continent. L'auteur gère alors parfaitement l'urgence tant la cause semble perdue d'avance. Eren a déjà en partie gagné et il s'agit là de sa plus grande absence dans le manga depuis son commencement il y a 10 ans. Bien que le sort du monde est entre ses mains et que tous les personnages n'ont que son nom à la bouche, il n'est plus apparu depuis le chapitre 123, comme Historia n'est pas non plus apparu depuis le chapitre 107, sorti il y a maintenant 2 ans. Petit à petit, comme ici avec Sadis, le mangaka termine donc les arcs narratifs de ses personnages et il est très difficile d'écrire cette vidéo sans parler de notre affection pour lui, car pour mon frère et moi, Kiss Sadis représentait une figure importante car à la fois profondément triste et drôle, allant jusqu'à même l'utiliser en vidéo pour intervenir sur des détails d'analyse ou pour présenter nos textes, devenant un comique de répétition et un personnage qui par son humilité nous aura profondément touchés. Nous sommes heureux d'avoir donc deviné qu'il y a 6 mois il s'agissait bien de lui à la fenêtre. Simple spectateur, observant les autres comme à son habitude, il fut bien un acteur important de la défaite des pro-Yeager, en déraillant le train et en se sacrifiant, représentant jusqu'au bout l'ancienne école et ses valeurs contre, dirons-nous, la jeunesse fasciste. C'est donc en écrivant mon texte au passé que je me rends compte qu'Isayama aura réussi son coup, car c'est comme l'instructeur, en pleine nostalgie, que je me souviens découvrir l'attaque des titans et le découvrir lui, puis son histoire, comprenant qu'il est le personnage le plus proche des lecteurs, pris par cette angoisse existentielle de réaliser que finalement nous ne sommes peut-être pas spécial et que d'autres le sont à notre place. Ainsi, ce personnage, comme beaucoup d'autres dans SNK, est une leçon du comportement humain et de ses peurs, cherchant un but à la vie avant de mourir. Et la terrible poésie d'Isayama fait qu'il le trouve aux côtés de son plus grand ennemi sans même le savoir. Magnifique message sur l'horreur de la guerre qui prouve que les deux soldats, tellement proches en caractère, auraient pu être de très grands amis. Ils ne le savaient pas, mais l'un vivait pour rendre la vie insupportable à l'autre. Alors que Magat envoyait des titans, Sadis les tuait, et cela durant toute leur vie de rancœur. Et c'est à ce moment précis où leur vie s'achève, submergés par leurs souvenirs, qu'ils réalisent qu'ils sont identiques, et que pour la première fois après une vie entière d'erreurs, ils font quelque chose de juste, sauver leur élève. Et alors jamais les regrets n'auront été aussi beaux que dans les yeux de Théo Magat, et la nostalgie aussi belle dans ceux de Kiss Sadis. Ainsi, Sadis, tendant l'arme à Magat, se reflète sur Reiner et Eren, les deux ennemis jurés qui sont finalement identiques, se présentant chacun leur tour sans même connaître le rôle de l'autre. Des poignées de main décidément symboliques, tant elles prouvent que la frontière qui sépare la haine de l'amour est quasi inexistante, et que jusqu'au bout, le manga d'Hajime Isayama aura été aux antipodes du manichéisme. Kiss Sadis, né dans ce monde, toi aussi tu es spécial, et bien qu'aucun des personnages se souviendra de toi, tu seras souvenu de tous les lecteurs, car tu es notre héros. 何も知らない結論から言えばな。だが人類の理にはなり得ない話でよければ聞いてくれ。傍観者に過ぎない私の思い出話を。この狭い壁の中で飯と酒にありつければそれで満足な部類の人間らしい。貴様が右手に持っているものは何だ。世界がどれだけ広いかなんて考えたこともない。貴様盗んだのか。なぜだ。なぜ今芋を食べ出した。よかったか。いやわからないな。なぜ貴様は芋を食べた。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ずただクソを垂らしただけの人生を恥じることもない。
偉業を成し遂げること、いや理解することすら不可能だろう。そのわずかな切れ端すら決して私は何も何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。